a noté un regain d'investissement au 4T 2024 en volume global, ce qui est plutôt un bon signal. Ouais. On sent qu'il y a une confiance un petit peu plus élevée que l'année dernière sur la dette. On se retrouve avec Julien Strinati de la société Gouinier Starclay qui nous rejoint et on va parler plutôt commercial, immobilier commercial. Bonjour Julien. Enchanté, Comment Anaïs. vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Sous ce beau temps, Alors on n'a pas l'impression mais il pleut. on a le sourire. On a le sourire, c'est pas grave, c'est le mi-pile, c'est la fin de journée, quelle heure il est ? Il va être bientôt 18h. On a réussi à passer entre les gouttes mais c'était pas facile. On va parler de commercial, on va parler de cette typologie d'actifs, ce que tu fais avec Gouinier Starclay. Raconte-nous rapidement, présente-toi. Écoute, ravi Anaïs de partager ce podcast avec toi. Julien, donc j'ai évolué au départ chez les institutionnels en asset management chez AEW. Ouais. Ensuite, j'ai rejoint une foncière britannique qui s'appelle Grosvenor, qui a désormais en fait quitté la France et qui investissait sur du commerce de pieds d'immeubles. Et par la suite, j'ai rejoint Colliers Global Investors pour faire de l'investissement en commerce. Et puis, j'ai pris le parti de rejoindre une société à taille humaine, donc Christophe Gouny, qui a créé Gouinier Starclay il y a maintenant 10 ans. Ouais. Et donc pour développer le département investissement de la structure. Voilà, donc une structure agile qui a 4 métiers, l'investissement que je représente, la commercialisation et la gestion avec 2 pôles, le property et le conseil en asset management, avec un vrai ADN autour du commerce et notamment de la périphérie. Voilà, qui est une typologie qu'on maîtrise et qu'on aime particulièrement. Et que vous aimez particulièrement. Alors toi, dans l'investissement, qu'est-ce que tu fais ? Alors au jour le jour, évidemment, c'est prendre des mandats de vente auprès à la fois d'institutionnels, de SCPI, de foncières privées, cotées, et puis parfois d'enseignes ou de promoteurs. Tu vas vendre pour eux. Exactement. Ok, donc ils ont un parc immobilier Tout à fait. Et ils te mandatent pour l'exit de ce parc. Exactement. Donc ça va être par lot ou alors par portefeuille. Voilà, portefeuille ou unitaire, et puis parfois des missions un petit peu hybrides où on va aider un investisseur qui ne se sent pas dimensionné pour analyser un portefeuille. Notamment, on a accompagné Tikeo et IRET dans l'analyse d'un portefeuille de 26 décathlons en 2021. D'accord. Pour des missions un petit peu plus épaisses où il faut donner un avis sur un secteur, notamment le sport en l'occurrence, les actifs, les loyers et puis du coup la valorisation évidemment. Oui, parce que ça c'est quelque chose que vous faites, c'est aussi votre force. Donc vous allez réussir à dire à l'investisseur quelle typologie de locataire serait la plus pertinente pour l'emplacement. Disons qu'on a cette force, c'est d'être hybride. Je mets de côté la gestion, mais la commercialisation et l'invest sont évidemment 2 choses qui fonctionnent ensemble. Donc les investisseurs cherchent un rendement. Le rendement, c'est le locataire qui le paye. Et donc c'est lié à un secteur d'activité du locataire, à un rating, à une solvabilité. Et on est capable de bien maîtriser en fait un emplacement et une enseigne à un endroit pour dire si elle performe et rassurer un investisseur. Top. Qu'est-ce que tu vas aller chercher comme type de rendement sur ce type d'actifs ? Alors, donc, dans le commerce, tu as 3 grandes typologies. Tu as les centres commerciaux et les galeries qui fonctionnent de manière assez différente en termes de renta. En centre-ville, à Paris, tu as des rentabilités qui sont descendues jusqu'à 4-5%. Mais ce sont des objets assez rares, avec des projets comme Ikea, Italie 2, avec une vraie idée derrière et puis un acquéreur utilisateur. Après, tu as les galeries qui sont en région qui souffrent un petit peu plus. Alors certaines qui marchent très bien et d'autres, compte tenu des charges en fait, et du volume de taxes foncières qu'on a à payer, un résiduel de loyer net qui est plus réduit et donc des rentabilités assez élevées et un faisceau d'acteurs qui est un peu plus faible. Le pied d'immeuble, le centre-ville et donc la région et Paris, où là tu as des rentabilités un peu plus écrasées, mais une difficulté parfois un petit peu à réconcilier acheteurs et vendeurs, parce que les rentabilités étant basses et les taux de financement, on en parlera peut-être tout à l'heure, étant toujours un petit peu élevés, c'est peut-être plus difficile si on s'endette de faire des deals et de satisfaire le vendeur. Et la périphérie qui est donc principalement l'ADN de la structure, où là à l'entrée, avec un taux core sur un retail park, on va être quand même à des rentabilités légèrement au-dessus de 6%. Et donc pour moi, une capacité à arriver justement à rapprocher acheteurs et vendeurs un petit peu plus facile. Puis des volumes qui sont peut-être un petit peu plus réduits en fait qu'en centre-ville. Alors ça peut commencer à 5, 10 millions, parfois jusqu'à 100 millions. Mais le sweet spot entre 5 et 25 millions, tu as quand même un paquet d'acteurs entre les SCPI et les privés, parfois locaux ou nationaux, qui peuvent se présenter. Qu'est-ce qu'ils achètent principalement les SCPI ? Les SCPI de rendement, elles vont chercher en fait des beaux objets en pleine propriété, idéalement, avec des secteurs d'activité qu'on peut dire résilients. Donc ça peut avoir de l'alimentaire, du discount, voilà, ce qu'on peut qualifier de déstockage, stockomanie, action. Des locataires en fait qui
sont para-inflation, je dirais. Ouais. Et puis, moi, je mettrais dedans le prêt-à-porter, même si certains ont dit qu'ils ne voulaient pas de prêt-à-porter. Le prêt-à-porter en périphérie, il fonctionne très bien, parce qu'il y a des familles, justement, qui ont la même problématique d'inflation. Et certes, c'est peut-être pas un besoin primaire, mais il faut habiller la famille, les enfants, etc. Donc Oui, c'est ça vrai. répond à une demande. Voilà. Ça fonctionne toujours. C'est vrai que ces derniers temps, on a quand même été un petit peu frileux sur ce secteur Tout d'activité. à fait. C'est vrai que ça fonctionne toujours. En termes de classe d'actifs, qu'est-ce que tu vois? Alors, non, avant de te poser la question de la classe d'actifs, la question de l'immobilier. Oui. Sur le marché de l'immobilier début 2025, Oui. est-ce qu'on est, selon toi, sur un regain? Est-ce Oui. qu'on a les gens qui sourient, qui sont enthousiastes et tout va bien? Est-ce qu'on est flat? Est-ce que c'est pas maintenant? Est-ce que c'est pire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez 2024, Tony Stark? c'était une année en termes de volume qui est un peu similaire à 2023. On était à peu près 12 milliards d'euros. Si je mets de côté les deals luxe, utilisateurs parisiens. Par contre, on a noté un regain d'investissement au 4T 2024 en volume global, ce qui est plutôt un bon signal. Ouais. Bon, nous, on a envie d'être optimiste, hein, on est broker, donc, mais réaliste évidemment. Mais 2025, on sent dans les réflexions et les pitchs, les demandes d'avis de valeur des institutionnels, une hausse du volume en fait des objets ou des portefeuilles qu'on nous demande de valoriser. Déjà, c'est un bon signal parce que 2024, on était un petit peu frileux à mettre sur le marché en fait des volumes importants. Là, on sent quand même qu'il y a des capitaux qui viennent un peu de l'étranger, des fonds d'investissement qui ont peut-être envie de se focus sur certains secteurs comme l'alimentaire, par exemple, parfois la restauration rapide. Et donc, des tests sur des plus gros volumes. Ça, c'est déjà un bon signal parce que je pense que ce sont souvent des groupes bancaires qui sont amenés à vendre ce type de portefeuille. Et donc, ils ont certainement cette envie de tester le marché avec des objets un petit peu plus gros. Après, la dette, évidemment, parce que on va avoir des SCPI qui collectent pour certaines beaucoup, mais qui vont devoir avoir des rendements en face pour collecter assez élevés. Donc, ce que je peux qualifier de néo-SCPI. Donc, des gens comme Rimex, Iroko, Norma aussi, qui, elles, je dirais, collectent toujours. Mais en face, on doit mettre des objets avec des rentabilités souvent au-dessus de 7%. Donc là, c'est toujours l'idée de se dire, est-ce qu'on a des objets à mettre en face? Mais en tout cas, on a toujours des clients pour acheter des objets à 7% avec une résilience, avec un rendement locatif sécurisé, je dirais. Nous, on a un bon signal en fait sur l'aspect dette, en parlant des courtiers comme toi ou avec des assureurs ou des groupes bancaires. On sent qu'il y a une confiance un petit peu plus élevée que l'année dernière sur la dette, apparemment même au niveau de 2021. Donc c'est les mots que j'ai entendus. Ouais. Là, on était au cocktail BPCE où pareil, il y a l'envie de Socfim peut-être de se renforcer et puis d'accompagner toujours les promoteurs. Ça, c'est quand même des très bons signaux qu'on n'avait pas forcément en 2024, voilà, avec des signaux un peu croisés, des groupes privés très solides qui ont aussi de l'argent en banque privée, qui eux parfois s'endettent en dessous de 4%. Et puis des asset managers qui, en général, lèvent de la dette autour de 4,5. Voilà. Alors, 6 mois, donc toi, tu as récupéré un portefeuille, tu as 10-15 millions d'euros de lots à vendre. Je vais trouver un investisseur qui va être intéressé par cette acquisition, ou tout du moins, non, qui aurait, je reformule, entre 10 et 15 millions d'euros à investir. Oui. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, sachant que dans ta sacoche, tu as un panel assez large? Est-ce que tu vas conseiller à l'investisseur d'acheter un petit portefeuille très diffus, ou est-ce que tu vas préférer lui dire faites plutôt du resserré? Comment est-ce que tu vas plutôt orienter ton conseil? Alors, ça va dépendre déjà de sa volonté un petit peu de bouger sur le territoire national, parce qu'il y a certains investisseurs, notamment régionaux ou locaux, dans certaines agglomérations qui vont vouloir rester dans leur région. Ouais. Donc là, je dirais, si lui, en fait, il aime sa région, on va essayer de lui constituer un portefeuille peut-être de plusieurs lots de 10 millions ou de 15 millions, voilà, qui va rester assez digeste pour lui et puis qui va être un volume où il ne va pas mettre trop de cash et il va réussir, je pense, à le financer. Ouais. Ou alors, pourquoi pas, un immeuble entier dans sa région. Et après, pour les SCPI, disons qu'elles sont assez agiles. Elles vont être parfois accompagnées par un PM interne qui va gérer des immeubles dans toute la France, donc ça ne va pas forcément les gêner d'être éclatés. Donc ça peut être tout à fait aussi un portefeuille, mais les SCPI vont préférer avoir le moins de locataires possible, je pense, et puis sur un bloc. Donc je pense qu'elles vont préférer avoir un immeuble entier à un endroit sur un volume d'une dizaine de millions.
Et qu'est-ce que tu remarques dans ce type d'acquisition pour se financer? Est-ce que les acquéreurs t'en parlent d'ailleurs, te disent voilà, je vais mettre une condition de financement, je ne vais pas en mettre, donc j'ai pas de suspensive, je vais me financer, je vais aller me leverager au maximum, à 80-85%. Est-ce que je vais aller mettre beaucoup d'equity? Enfin, qu'est-ce que tu as comme sur cette classe d'actifs-là? Disons après, les conditions suspensives de financement dans une ère C'est classique, rare. on n'en avait pas parce que la dette coûtait pas cher et puis les banques avaient les vannes grandes ouvertes. C'est ça. Aujourd'hui, je dirais que quand tu as un besoin de vendre ton immeuble, les instits ont un petit peu accepté au fil du temps les conditions de financement. Après, il faut l'encadrer. Il faut qu'elle soit avec des conditions, alors un taux quand même d'equity relativement important, voilà, pour rassurer et puis pour se dire on va quand même avoir un petit peu d'equity sur la table, ça va rassurer le vendeur. Elles sont donc souvent acceptées. En général, on va essayer d'aller chercher des lettres de confort pour rassurer le vendeur. Mais si l'acheteur a un track record solide, a un patrimoine important, ça pose pas de problème. Ça peut ne pas poser de problème. Et quand vous vous dites, je vais quand même vérifier qu'il y a quand même un peu d'equity chez vous, ça veut dire quoi? 10%, 20%, 30%? Est-ce que vous vous dites, là j'ai 10 millions d'euros en vente, je vais quand même regarder qu'il y a au moins 3 millions d'equity, donc 3%? Oui, je dirais que 30% c'est rassurant. Après, des conditions à 20-25, ça peut passer. Voilà, c'est ça. En dessous de 20, vous allez vous dire, c'est un peu léger, on va peut-être favoriser quelqu'un d'autre? Alors moi, je favorise personne, mais en tout cas, dans l'analyse effectivement du vendeur, il va probablement tiquer. Souvent en plus, tu vois, tu as des groupes bancaires qui sont vendeurs, des SCPI. Bon, voilà, ils vont avoir eux-mêmes le réflexe du taux minimum acceptable. Modulo, encore une fois, le type de banque qui va financer l'acheteur, ça peut être des banques privées qui, encore une fois, si il met carte sur table avec de l'asset financier, il peut tout à fait avoir 10% d'equity. Absolument. Et le crédit bail aussi, qui est une autre option qui revient un petit peu, je trouve. Qui permet d'avoir parfois que 10 ou 15% d'equity sur la table. De beaucoup plus leverager. Et vous allez essayer de chercher une gestion locative agressive. Vous allez accompagner l'acquéreur sur la suite, sur le locataire, sur l'ajustement des loyers, Alors c'est possible pour nous d'accompagner l'acheteur derrière parce qu'on a un pôle gestion, donc on a un pôle property management, des conseils en asset management. On va accompagner des institutionnels qui n'ont pas la fibre retail, je dirais, dans la valorisation. Et puis dans la phase acquisition, on va essayer de rassurer évidemment notre acheteur sur la solidité du locataire et puis ses performances. Ou alors peut-être que vous allez mettre en place des stratégies d'éviction pour essayer d'optimiser un peu plus le rendement. Ça, vous le faites passer dans la moulinette et vous regardez. Ça c'est après l'acquisition. Effectivement, tu as raison, on a un pôle asset management. Alors d'ailleurs, on peut travailler avec des SCPI, c'est pas aberrant. Aujourd'hui, tu as des SCPI qui ont beaucoup de lignes et qui peuvent être amenés à sortir quelques poches. Et nous, on est ravis de les accompagner et puis effectivement de faire le boulot d'analyse de la valeur locative avec notre pôle commercialisation aussi qui nous aide et qui va permettre parfois de créer de la valeur. Magnifique, c'était extrêmement intéressant. Merci. Mis à part le fait qu'on est sous la pluie, sinon, moi, j'ai absolument tout compris. J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous. Merci je te dis à très bientôt. Bientôt, Julien, Anaïs. on va bon t'amener à se retrouver. Avec plaisir. Merci.